Aujourd'hui, le monde traverse une période d'accélération qui nous questionne sur notre avenir, celui de l'humanité et bien sûr l'ensemble des êtres vivants qui nous accompagnent sur notre planète. Désormais, on peut traverser la Terre en quelques heures, sans effort, communiquer à la vitesse du son, obtenir ce que l'on veut en un clic. Livres, musique, films, connaissances, matériel. Malheureusement, il est souvent impossible d'en profiter, d'apprécier un moment. On essaye souvent de faire plus en moins de temps. Et cette accélération du rythme de nos vies nous fait vivre dans un sentiment d'urgence permanent. Il reste toujours quelque chose à faire. Alors on culpabilise et on accélère encore. C'est une époque où les rêveurs et les flâneurs passent pour des naïfs. Dans nos sociétés modernes, il faut être efficace, rentable. La lenteur n'a pas sa place. Et le voyage, rapide, organisé et chronométré, n'est pas ou plus une aventure. Mais les marins du grand large sont toujours là. Et d'une certaine manière, ils nous extirpent de ça. Outre les spécialistes et les passionnés de voile, aujourd'hui, c'est un public bien plus large qui s'évade au travers des exploits de ces hommes et femmes hors du commun. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout, qui ne sont jamais montés sur un bateau, mais pour eux c'est une aventure extrême. Je crois que pour beaucoup de gens, on est les derniers aventuriers. Alors c'est pas vrai parce que les aventures, il y en a partout. Il y en a dans le business, il y en a dans l'amour, il y en a partout dans la nature. Et nous, on représente quelque chose que beaucoup de gens se sentent incapables de faire. Christophe de Pavan, ou simplement Quito. À 57 ans, c'est une des gueules bien connues du circuit de la course au large. Et tous ces grands marins naissent de courses mythiques en solitaire. De ces affrontements à distance, au milieu des océans, invisibles pour nous, mais qui fabriquent des histoires de romans d'aventure. La route du Rhum, c'est vrai que c'est l'une des courses, ou la course la plus connue des Français. Sur la route du Rhum, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des belles victoires, il y a eu des drames, c'est chavirage, c'est disparitions. Et ça fait effectivement le mythe de la route du Rhum. La première édition, il y a 40 ans, moi j'étais gamin, j'avais 17 ans. Et je découvrais ça, quoi. C'est vrai que ça m'a donné envie de faire de cette passion mon métier. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Quand on veut être au départ de ce truc de dingue, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc on en passe beaucoup avec mon équipe pour faire en sorte qu'un bateau méditerranéen représente le mieux possible cette partie du monde qui est la Camargue. Il y a un public qui suit parce qu'ils sont enthousiastes, ils se demandent pourquoi on fait ça. Voilà, quelle mouche ou quel moustique nous a piqué. Alors c'est des périodes qui sont difficiles à gérer parce que c'est vrai que Saint-Malo, on s'attend à avoir plus de 2 millions de personnes en une semaine. On est très sollicité, évidemment, par nos partenaires, par les médias, par le public, par les amis, par tous ces gens qui veulent approcher, avoir une signature d'un marin, donc ils sont capables de faire la queue pendant une journée juste pour avoir une petite signature, une photo, un selfie, etc. C'est assez hallucinant. Et nous, on n'a pas l'habitude de ça. Voilà. Je n'ai pas envie de fuir ça. C'est une parenthèse dans une vie de marin. C'est important qu'il y ait du monde. S'il y avait personne qui suivait nos histoires, on ne trouverait pas de partenaire, on ne pourrait pas le faire. Et le départ de Vendée Globe avec le chenal de Sainte-Devonne, c'est quelque chose de formidable. Il y a 350 000 personnes. Donc c'est 4 ou 5 stades de France sur un chenal. C'est assez incroyable pour un marin, on a l'habitude d'être plutôt tout seul au milieu de nulle part. C'est assez incroyable et ça marque vraiment beaucoup une carrière de marin. C'est bien loin de l'agitation folle d'un départ d'une course mythique, comme la route du Rhum, que Quito nous parle de cette vie de marin.
S'il a fait ses tout premiers virements de bord sur un petit étang en Dordogne, loin de la mer, c'est ici, en Camargue, sur ces terres adoptives, que les choses ont vraiment commencé. Mon père était toubib et il a quitté la Dordogne pour créer son cabinet au Gros du Roi, voilà, dans les années 70. Et donc j'ai découvert cet univers-là avec voilà, ces étangs du dos. Effectivement, cette lumière tellement particulière qu'on a en Camargue. Et par mon métier, moi évidemment, je suis parti beaucoup d'ici et à chaque fois je suis revenu ici parce que cette lumière, elle est formidable. J'ai vraiment appris ici. Mon père a beaucoup fait pour que je devienne marin, même si voilà, il souhaitait que je fasse autre chose. Je suis arrivé, j'avais 11 ans, au Gros du Roi, donc école de voile, école de mer à Port-Camargue. Moi j'étais à l'école à Aigues-Mortes. Pour traumatiser des gamins, c'est pas mal. Et puis Aigues-Mortes comme au Gros du Roi, même si voilà, tous les gens qui n'étaient pas nés ou à Aigues-Mortes ou au Gros du Roi, ce sont des étrangers. Et moi, je me sentais vraiment comme un étranger. Et finalement, la voile, quand j'étais en solitaire sur mon petit bateau, je me sentais protégé. C'est étonnant hein, comme truc, parce que on peut dire que le bateau, les dangers sont nombreux. Et je crois que c'est l'endroit où je me sentais le plus protégé, c'était sur mon bateau. Et puis il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand on arrive de Dordogne, quand on est gamin, un peu curieux, on découvre ce qu'on voit quand on est sur la plage, c'est la ligne d'horizon. Et ça c'est un truc magique. Parce que ce qui se passe derrière cet horizon, tu as envie de savoir ce qui se passe, tu as envie d'aller un peu plus loin. Voilà, ça donne envie. Il y a quand même beaucoup de choses et ça m'a marqué, ça m'a incité à essayer d'aller un peu plus loin. Alors, les grandes aventures quand j'avais 12 ans, c'est d'aller du Gros du Roi jusqu'à Sète, tu vois, j'y allais avec mon père. Voilà, et puis petit à petit, on va un peu plus loin, on va jusqu'à la frontière espagnole, après on va jusqu'au Baléares, après on va en Tunisie, on voyage, et puis voilà, et puis finalement on a envie d'aller partout, on a envie d'aller le plus loin possible, et ça nous amène à faire voilà, le Vendée Globe, mais ça a été un long chemin. Un long chemin, parce qu'il est ultra exigeant, compétiteur, et qu'il faut que les choses soient parfaitement faites. Mais aussi par manque de confiance en soi. Jusque dans les années 2000, il va convoyer des bateaux sur tous les océans et sera plagiste sur la plage de l'Espiguette. Il aura fallu attendre ses 40 ans pour qu'il ose y aller. Le nerf de la guerre, c'est quand même trouver des partenaires. On a des bateaux qui coûtent cher. Et pour trouver des partenaires, il faut avoir confiance en ce que tu proposes à ces partenaires. Je ne savais pas exactement si j'étais bon, si j'étais pas bon, si j'avais le niveau. J'en savais rien en fait. Tant que tu n'as pas fait, tu sais pas. Moi je savais que je savais faire du bateau, mais tu sais faire du bateau comment quoi. Tu fais bien, pas bien, t'es moyen, t'es très bon, c'est rien. Il faut faire. Voilà. Et en fait, pareil, là, finalement, ça s'est décidé ici, sur la plage de l'Espiguette, à quelques centaines de mètres d'ici, sur la plage, puisque j'étais plagiste, moi, à l'Espiguette pendant longtemps, 27 ans. Je pense que de vendre des sandwichs sur la plage, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. C'est vrai qu'en maillot de bain, les gens, ils sont tous pareils. Un boulanger ressemble à un patron de grande entreprise. Enfin, voilà, il n'y a pas de différence. Et c'est un endroit sympathique pour rencontrer les gens, on rigolait bien. Et finalement, j'ai fait des belles rencontres qui m'ont permis de prendre confiance en moi. Et avec un de mes copains qu'on a rencontré sur la plage, on a discuté pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on s'est tapé à la main, on a dit, bon, allez, on va aller faire la solitaire du Figaro ensemble. Voilà. Et on a fait ça. Voilà. En 2002, il gagne la solitaire du Figaro, référence de la course en solitaire. Quito, le plagiste méditerranéen, se révèle être un compétiteur acharné et pénètre ce groupe restreint de marins talentueux, dominé par les Bretons. Après une vie en mer, des dizaines de transats, courses en solitaire, victoires et de nombreux podiums, il est maintenant totalement légitime pour nous aider à comprendre ce qui fait un marin de haut niveau. Je pense qu'il faut être malin, il faut être opiniâtre, il faut s'intéresser à tout. La construction, les matériaux, l'hydrodynamisme, l'électricité, la plomberie, l'électronique et l'informatique,
évidemment tout ce qui concerne les voiles, les volumes, ce qui permet d'aller vite, être un bon sportif, d'être précis dans sa gestuelle, parce que voilà, surtout en solitaire, il faut tout faire en même temps. Travailler sur la communication, essayer avoir un peu de charisme, parce que c'est important vis-à-vis des sponsors, faire du management, avoir une petite équipe, essayer de diriger tout ça, et puis faire tout ça avec peu de moyens. Et il faut beaucoup réfléchir parce que effectivement c'est une discipline intellectuelle où il y a de la stratégie, il faut comprendre, recevoir des informations, les analyser, en tirer une trajectoire. C'est pas que un geste à répéter à la perfection en permanence. Donc, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on a de moins en moins de neurones et on a de moins en moins de muscles. Voilà, donc c'est compliqué aussi de vieillir. Voilà, mais finalement, ce qui nous sauve peut-être, c'est que quand on reste longtemps sur le devant de la scène, ben on a un peu plus de notoriété et finalement un peu plus de facilité à convaincre des partenaires de nous accompagner. C'est peut-être notre force à nous. C'est un sport très égocentrique quand même, le solitaire. Et malgré tout, on travaille avec des centaines, voire des milliers de gens. Effectivement, il ne faut pas décevoir. Hein. C'est lourd à porter quand tu as une grosse entreprise avec 10 000 employés qui sont derrière toi, qui financent le truc, qui sont à fond derrière toi. Alors, évidemment, quand tu es tout seul, quand tout va bien, tu es en tête, tu fais des bonnes options, voilà, c'est vachement flatteur, c'est euphorisant, tu es en première ligne, c'est vachement bien. Mais quand ça se passe mal, là, c'est lourd à porter, les petites épaules, faut plier un peu. À chaque nouveau projet, nouvelle course, arriver à être sur la ligne de départ avec un bateau compétitif est un véritable parcours du combattant. Convaincre des partenaires de financer un projet magnifique mais coûteux, trouver un bateau, imposer à vos proches le rythme du projet. Finalement, être au départ de courses légendaires comme la Route du Rhum ou le Vendée Globe, c'est déjà une victoire. Et pour y arriver, la dépense d'énergie et de temps est gigantesque, sans avoir la certitude que le projet aboutisse. Pourtant, à chaque fois, il y retourne, parce que c'est tout simplement impensable de se passer de ces moments précieux, essentiels à l'existence qu'il a choisie. Sentir en mer, de voir la mer, la lumière, c'est déjà quelque chose dont je ne peux pas me passer. Quand j'ai un endroit, j'ai besoin d'aller à la mer. La montagne, j'adore ça, mais je ne peux pas y rester plus d'une semaine. Il y a un moment, il y a un truc qui me manque, c'est la mer. Pour moi, l'endroit sur la planète où j'en sens le mieux, c'est le large. C'est magique. Voilà, tu es en mer et tu vois des trucs que tu ne vois pas si tu es à terre. Voilà, des lumières, des endroits, des petits cailloux, des petites criques. Aujourd'hui, voilà, on peut faire le tour du monde, prendre un avion, aller à New York, on ne voit rien. Voilà, on voit des trucs. En bateau, on prend le temps de voir les choses, de les apprécier. Et il y a ce truc incroyable, c'est de se retrouver finalement dans un endroit où, pour beaucoup de gens, il n'y a rien à voir. En fait, il y a tout à voir. Il y a tout à voir sur la mer. Voilà. Et c'est un moment où moi je me sens bien, on oublie un petit peu finalement le quotidien, l'agression de toute la technologie qu'on a à terre. Voilà, on se retrouve dans un environnement qui est le mien, que j'adore et dont je ne peux pas me passer. Bon, en fait, je crois que c'est voilà, ce rapport à la nature, des moments qui sont souvent très éphémères, qui sont irremplaçables. Les oiseaux de mer, c'est quelque chose de fabuleux. Dans les mers du Sud, ces oiseaux qui vivent dans cette immensité, qui sont capables de faire quasiment le tour de la planète en battement d'ailes, c'est quelque chose d'assez surprenant et fabuleux. On se demande vraiment où ils vont. J'ai un souvenir, l'année dernière, sur la Transat Jacques Vabre, donc entre Le Havre et le Brésil, Salvador, on avait une nuit formidable, il y avait du vent, on allait vite, on était fatigués. C'était au bout de 5-6 jours de course. J'étais à la barre de nuit, puis il était 3h, 4h du matin. Il y avait la lune qui venait de se lever. Et puis là, d'un seul coup, tu as derrière deux dauphins qui arrivent, qui sautent dans les vagues, il y avait 5-6 mètres de creux, et qui m'ont accompagné pendant quelques minutes. Et ça, c'était magique. Les dauphins dans la lune,
Et dans les vagues, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des moments, on ne peut pas l'imaginer. Et quand on vit ça, eh ben on a envie tout simplement que ça se reproduise à un moment. Donc on a besoin d'y retourner, quoi. Et c'est ça qui est irremplaçable. Parmi ces moments de pur bonheur, il y a ceux directement liés à la compétition. Les départs d'une intensité rare, où il faut savoir contrôler les émotions qui vous envahissent. Et aussi, se frayer un chemin parmi la meute. Jusqu'aux arrivées, au podium, et cette émotion ultime, quand vous réalisez que le défi est une réussite. Les arrivées, c'est le départ d'une nouvelle aventure. C'est-à-dire que quand on arrive, on passe à autre chose et on relance un autre projet. Et c'est vrai que les moments où tout va bien, où là, en plus d'arriver, tu gagnes, tu veux, c'est-à-dire que tu fais ce que tu n'avais même pas imaginé. Tu atteins un Graal, tu veux, alors que voilà, tu n'es pas forcément meilleur que les autres. C'est juste voilà, le fait que tout s'est bien passé pour toi, toutes les phases, il y a beaucoup de choses. Tu vois, sur un bateau, sur une course de bateau, il y a beaucoup de choses. Il y a le matériel, il y a effectivement la stratégie, il y a le fait de tenir le coup physiquement. À chaque départ, il y a 10, 20 mecs qui sont capables de gagner telle ou telle course, et puis il y en a toujours qu'un qui gagne. Voilà. Et pour être celui-là, il faut vraiment que les choses se passent bien. Et quand ça va bien, ben, il faut vraiment en profiter parce que c'est pas souvent. Hein, c'est pas souvent. Quito, comme tous les grands navigateurs, se nourrit de ces moments exceptionnels, éphémères et imprévisibles, et qui marquent une carrière de marin. Et quand on lui parle des dangers, il esquive et d'une pirouette répond que la vie est bien plus risquée à terre. Pourtant, quand il s'engage sur ces courses interminables, il est bien conscient des dangers de l'aventure. Des échecs possibles, difficiles à gérer, des drames ou des disparitions des copains. Les coups durs, il y en a à chaque course. Quito en a connu avec quelques abandons. Mais surtout, lors de son dernier Vendée Globe, loin de tout et de tous, dans les mers du Sud, un événement bien particulier. Nous sommes le 6 décembre. On est par 50 sud, donc il fait froid. Dehors il fait 3-4 degrés, l'eau doit être à 5 degrés, pas plus. Il fait froid. Il fait froid, il y a du vent, il y a genre 35-40 nœuds, il y a de la mer. 6-8 mètres de creux, c'est toujours difficile de situer le niveau de la mer. Enfin, il faisait mauvais, quoi, un peu comme tous les jours. Et puis on se préparait finalement à traverser et l'océan Indien et l'océan Pacifique pour essayer d'arriver le plus vite possible au Cap Horn et remonter vers les Sables d'Olonne. J'avais fait un mois que j'étais en mer. J'étais plutôt en bonne position sur le Vendée Globe, je devais être 9e je crois au classement. Mon concurrent direct était à 800 000 derrière, donc à peu près 1500 km, donc j'étais content de leur avoir mis un caramel, c'était bien passé. J'étais en train de me préparer un café, c'était le matin, j'allais sortir voilà, pour vérifier si tout allait bien. Et puis là, patatras, boum, un grand bruit sec. Je sors immédiatement, mais au moins j'ai ce sentiment-là. En fait, je mets 8 secondes à sortir. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe, je vois rien. Je regarde le gréement, je regarde la barre, apparemment tout est OK. Et puis je vais voir la quille, puis je m'aperçois assez rapidement qu'il y a quelque chose qui déconne sur la quille. Donc je décide de ralentir, je mets vente arrière, je roule ma voile d'avant, je ralentis, je retourne voir le puits de quille. Et puis là, je vois la quille descendre sous mes yeux vers le fond. Voilà, il y a un gros souci, j'ai touché un truc ce matin. Un truc dans l'eau. Et ben, la quille, elle est plus là, la quille. Elle est encore accrochée au vérin. Mais elle est au fond, là-bas. Elle est loin. Le puits de quille est explosé. Voilà, le Vendée Globe s'arrête. Ouais, j'ai touché un truc. Il faut faire
un choc très sec, très dur. Ça a arrêté le bateau. Et j'ai senti tout de suite un truc qui allait pas sur la quille, je suis allé voir. Et voilà, le palier est parti et la quille avec. Donc ça s'arrête là. Je commence à essayer de boucher la voie d'eau parce que évidemment l'eau commençait à rentrer. Et puis j'envisage voilà, la suite. Et la priorité numéro 1, c'est sauver sa peau. Là, je pense qu'il faut évacuer le bateau. Là, ça devient trop dangereux. Là où on est, là, le bateau chavire, ça peut être vraiment chaud. Donc la décision, c'est d'évacuer le bateau. Il y a le Marion Dufresne qui va arriver dans les heures qui viennent, dans 5-6 heures maintenant. Il fera nuit sûrement. Il est prévu qu'il me récupère à bord au lever du jour demain matin. C'est chier quoi. Ah putain, pas vrai ça. J'espère que le bateau va rester à l'endroit. Pas vrai ça. Dans son malheur, Quito a la chance que le Marion Dufresne, navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises, soit en rotation à quelques heures de sa position. Après une nuit terrible dans le vacarme du bateau qui se disloque, il est secouru. Perdre son bateau, c'est terrible, violent pour le marin. Il faut s'en remettre. Et le mois passé sur le Marion Dufresne a servi de sas de décompression pour digérer et relativiser. On sait que c'est compliqué voilà, de naviguer pendant 3 mois avec des machines infernales, un parcours qui est forcément jonché d'obstacles. Il faut les franchir tous. J'y suis pas arrivé, mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois j'y arriverai pas. Quoi. Finalement, sur le Vendée Globe, moi, je suis là pour maintenir le mythe du Vendée Globe. Si c'était trop simple, si tout le monde arrivait, ça n'aurait aucun intérêt. Avant de quitter son bateau, Quito a récupéré les disques durs des caméras embarquées. Plus tard, elles révéleront les causes de l'accident. Alors qu'il naviguait à 20 nœuds, son bateau est entré en collision avec un cachalot. La conclusion de mon dernier Vendée Globe, c'est que l'histoire, quelle qu'elle soit, elle est belle à raconter. Voilà. Que tu restes en course un jour, 2 jours, 1 mois, que tu réussisses, tu vas faire le tour du monde, que tu le gagnes, il y a une histoire particulière à raconter, et c'est ça qu'on va chercher. Finalement, c'est pas autre chose. Sur le ravitailleur, il croise des artistes, des aventuriers, des touristes, les marins du bord, mais surtout, ceux qui le marquent, ce sont les scientifiques et leurs conditions de travail difficiles et limitées dans ces bases du bout du monde, où la vie est rude, mais où la nature est belle et puissante. Finalement, ce repos forcé lui a offert le temps d'une réflexion sur l'état des océans et mers qu'il parcourt et a renforcé son envie de s'engager dans de nouveaux projets. On a rencontré des super gens, ça a créé des liens, on a passé un mois formidable. J'ai visité finalement des îles que j'aurais jamais visitées si je n'avais pas fait ça. Et j'ai découvert un autre monde, vraiment un autre monde. C'est pas paradisiaque, hein, il fait froid, les conditions assez difficiles, mais ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose, c'est-à-dire que la nature est forte. Elle est capable de beaucoup de choses. Et surtout, je me suis rendu compte que la vie des scientifiques n'était pas facile. Ça m'a renforcé sur l'idée qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, et puis d'améliorer finalement la logistique des scientifiques, de leur permettre finalement d'aller au bout des choses et d'aller étudier là où il y avait vraiment des choses, où il n'y avait justement pas de logistique, pas d'avion, pas de voiture. Pas de Marion Dufresne, pas de Zodiac, pas de rien. Donc la seule façon d'aller explorer finalement la planète, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qui ne sont pas explorés aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de moyen pour y aller. Et le seul moyen pour y aller, c'est un bateau.
L'idée, c'est justement d'aller faire le tour du monde sur un bateau un peu plus confortable que ceux sur lesquels j'ai l'habitude de naviguer, pour pouvoir accueillir et des équipes de cinéma et des équipes de scientifiques. Voilà. Un, pour suivre le parcours, c'est-à-dire un parcours qui peut aller partout. Ça veut dire aller dans les glaces, aller dans les lagons, aller dans les îles, aller remonter des fleuves pour aller un peu à l'intérieur des terres. Un bateau qui est capable d'aller partout, d'accueillir donc une dizaine de personnes, et puis d'accompagner des missions scientifiques sur des tas de sujets. Parmi les sujets qui nous intéressent, on a fait pas mal de brainstorming sur le sujet, on s'est tous mis d'accord assez naturellement sur un sujet qui est le bonheur. Comment se trouver en symbiose avec un environnement, quel qu'il soit. Ça peut être une île, ça peut être un village reculé de l'Amazonie, ça peut être une ville. Quels sont les mécanismes, qu'ils soient biologiques, environnementaux ou philosophiques d'ailleurs, pour être en phase avec un environnement donné. Tout le monde recherche le bonheur, mais nous, on a la prétention, à trois, de donner un peu les clés. Voilà. Et c'est peut-être pas la technologie, c'est peut-être pas la façon dont on vit aujourd'hui dans nos sociétés. Ça, on essaiera de le découvrir. Quito de Pavan, c'est une vie entière sur l'eau, une expérience immense, engrangée petit à petit, un condensé de connaissances qu'il aime transmettre. Et aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, c'est un personnage public, apprécié pour son humilité et les valeurs qu'il porte. Et sa parole est écoutée. Lui-même constate la gravité de la situation environnementale, mais quand on lui parle d'être porte-parole ou éveilleur de conscience, c'est une réponse sans langue de bois. La planète se détériore, en tout cas notre environnement se détériore super vite. Et pour faire évoluer les choses, il faut être radical. Il faut arrêter beaucoup de choses, il faut changer notre façon de faire. Moi, marin, il faut que j'arrête de construire des bateaux en plastique. Il faut que j'arrête ça. Les voiles, ils sont en plastique. Les cordages, ils sont en plastique. Voilà, nos bateaux, on commence par détruire la planète avant de les épargner un petit peu parce que ça marche avec le vent. Donc c'est tout ça qui est compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui on va droit dans le mur. Et que si on veut freiner, ou en tout cas que le mur soit moins haut, ou qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une porte quelque part, il faut changer radicalement notre façon de faire. Ça va être difficile. Et je vois aussi qu'à un certain endroit, il y a des initiatives très récentes, protégées. Il y a les parcs marins, on en a parlé tout à l'heure. C'est formidable. En quelques années, hop, il y a toute une vie qui revient, qui se remet en place. Donc si on fait les choses, on arrive très très vite à des résultats. C'est-à-dire que la nature est super forte. C'est pas tellement la planète qui est en danger, c'est l'humanité. Et s'il fallait que je sois effectivement promoteur d'une nouvelle façon de faire, il faudrait que j'arrête moi-même de faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je ne suis pas encore prêt. C'est la difficulté, de finalement quasiment toutes les gens qui vivent sur cette planète. C'est-à-dire qu'il faut finalement arrêter certaines choses qu'on a plaisir à faire sur cette planète. On m'a souvent demandé ce genre de choses, est-ce que tu voudrais participer? Je dis, moi je suis pas en phase. Je suis pas en phase avec ça, tout simplement parce que je suis pas clair sur ça. Ouais, c'est un cruel dilemme, c'est compliqué. Quand on croise Quito, il y a tout de suite quelque chose de fraternel. Le contact est facile, l'échange est réel. C'est un peu comme discuter avec un ami, en confiance et sans jugement. Enfant, ses premiers virements de bord ont déterminé la suite de sa vie. Sur l'eau,
il est là où il doit être. Aujourd'hui, continuer la compétition avec tout ce que ça comporte n'est plus toujours aussi évident. Mais les coups durs qui font douter paraissent s'estomper à chaque fois. Et pour l'instant, l'envie d'y retourner est la plus forte. Le planning des courses pour les prochaines saisons est déjà plein, avec son équipe Made in Midi. Une chose est sûre, il continuera à tracer un sillage sur l'océan. Et quand on lui demande s'il changerait quelque chose, si tout ça était à refaire, ah, je ne ferais pas pareil. En fait, j'y serais plus franco. Je pense qu'il aurait fallu que je provoque un petit peu plus les choses. Voilà. Et j'ai pas osé quand j'avais 20 ans. Tu vois, j'aurais pu faire la route du Rhum à 21 ans. Je l'ai faite à 50. Voilà. Et donc, si je reviens en arrière, je pense que j'aurais été plus franco parce que j'ai l'impression d'avoir raté un petit peu quelques éditions de la route du Rhum. Et tu vois, quand j'étais gamin, je voulais être océanographe. Je voulais être cousteau. Tu vois. Eh ben voilà, ça c'est un petit rebelle. Voilà. Mais il fallait que je reste, tu vois, dans l'amphi de la fac pendant quelques années, et ça j'ai peu le courage. ce qui reste surtout, c'est d'avoir touché le bonheur. Repousser toujours la ligne d'horizon.